Chers téléspectateurs, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, le retour des coupures d'électricité à Antananarivo, la capitale, suscite une nouvelle vague de mécontentement. Hier soir, la ville a même connu un blackout général qui a duré plusieurs heures. Selon les responsables au sein de la JIRAMA aujourd'hui, cette coupure massive est due à l'endommagement d'un pylône reliant Ambumanamboul à la sous-station Tana Sud à Nusizatu. Andoniana Martina Nzaranjiansu pour plus de détails. Les habitants d'Antananarivo et de ses environs ont exprimé leur exaspération hier face aux coupures répétées d'électricité. La capitale a même subi un blackout pendant plusieurs heures. Les coupures se sont poursuivies aujourd'hui encore dans certains quartiers d'Antananarivo et de ses environs. Les responsables de la JIRAMA ont apporté des explications dans la soirée, indiquant que ce blackout est dû à des dommages sur un pylône électrique. Selon les précisions apportées, les coupures observées aujourd'hui sont encore liées aux travaux de réparation en cours sur cette infrastructure. Toujours dans ce contexte, 153 compteurs électriques ont été détectés en situation d'irrégularité ou de vol au cours des 5 derniers jours. Selon les explications, certains ont été pris en flagrant délit de branchement direct au réseau, tandis que d'autres effectuaient un raccordement avant compteur. La JIRAMA procède immédiatement au retrait des câbles alimentant en électricité avant compteur et les clients concernés doivent également payer le montant correspondant à l'électricité frauduleusement consommée. Toujours un reportage de Andoniana Martina et Donza Ranjiansu. Les zones à forte concentration d'abonnés à Antananarivo sont actuellement ciblées par la Task Force dans le cadre d'une opération de contrôle visant à lutter contre le vol et la fraude en matière de consommation d'électricité. Selon le rapport officiel, 610 compteurs ont été inspectés au cours des 5 derniers jours. Parmi eux, 153 présentaient diverses irrégularités. 118 de ces compteurs affichaient une puissance non conforme au contrat initialement signé avec la société, ce qui a nécessité des ajustements selon le rapport. Par ailleurs, 27 compteurs ont été confirmés frauduleux après vérification en laboratoire. 5 cas de branchement direct au réseau ont été constatés, tandis que 3 compteurs étaient raccordés avant compteur. Dans ce cas, les câbles alimentant en électricité avant compteur ont été retirés et les clients concernés devront régler le montant de l'électricité consommée illégalement, selon les explications. Cette opération de contrôle contre le vol et la fraude se poursuit et devrait s'étendre à plusieurs quartiers d'Antananarivo. Après l'incendie du 6 novembre 1995, le Rouvan Madagascar est devenu patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010. D'importants moyens financiers ont été consacrés à sa restauration et à sa réhabilitation. Selon la déclaration de ceux qui se présentent comme descendants de la royauté, tous les éléments qui n'ont pas été installés par les souverains seront retirés. Une décision de justice allant dans ce sens a été rendue hier. À quoi ressemblera donc le Rouv dans les jours à venir? Un éditorial de Jean-Claude Ndjamalal. Le palais royal de Manzakamiad sera restitué de son authenticité. Le Colisée sera démantelé et tous les éléments présents dans le palais qui n'appartiennent pas aux souverains ou qui n'ont pas été érigés par eux seront retirés, conformément à la décision de justice rendue hier. Les groupes se revendiquant descendants des Indjin ont exprimé leur satisfaction à l'annonce de cette décision. Pourtant, ils ont été rarement visibles dans les contributions apportées à la restauration du Rouv jusqu'à présent. Nous sommes en 2026. Selon l'histoire, le palais de Manzakamiad est classé patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010. Avant sa reconstruction et sa réhabilitation, des concertations techniques ont été menées avec la participation des descendants d'Indjin, d'académiciens, d'historiens, du ministère de la Communication et de la Culture de l'époque, ainsi que de l'ancienne présidence de la République. Cependant, la décision de justice rendue hier s'est appuyée sur une plainte stipulant que tous les éléments ne relevant pas des souverains doivent être retirés du Rouv.
Il a également été affirmé verbalement que le palais de Mansa-Kamiad n'aurait perdu son caractère sacré et sa légitimité spirituelle selon ses descendants d'Anjin. Une question taraude l'opinion publique. La notion de asn et de tradition ancestrale dispose-t-elle d'une base juridique ou d'un fondement inscrit dans la législation malagasy? Les personnes ayant participé aux consultations préalables à la réhabilitation du Rouv n'étaient-elles pas elles-mêmes descendantes d'Anjin? Ou bien, seuls les plaignants actuels peuvent-ils se prévaloir de cette filiation? S'agit-il d'une décision politique ou d'un jugement strictement conforme au droit malagasy? Ce qui est certain, c'est que la démolition de tous les éléments non royaux à l'intérieur du Rouv suscite de vives discussions. De nombreuses pages sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, ont relayé l'information. Les réactions sont majoritairement opposées à la démolition, tandis qu'une minorité y est favorable. Certains ont même déclaré que, bien opposés à l'ancien régime, ils ne soutiennent pas la destruction d'infrastructures financées par l'argent public et non par les fonds des descendants d'Anjin. Ces groupes de descendants souhaitent véritablement procéder à une purification complète du palais royal en cette période républicaine. Le Rouv pourrait se retrouver entièrement dépouillé et revenir à l'état dans lequel il se trouvait après l'incendie du 6 novembre 1995. Désormais, les observateurs attendent de voir comment cette restauration du Asn sera mise en œuvre par ceux qui se revendiquent descendants d'Anjin au sein du palais royal. Les Malagasy s'interrogent déjà sur l'apparence future du Rouv après la victoire judiciaire significative obtenue hier par ces groupes. D'après de nombreuses réactions, beaucoup se disent découragés et ne souhaitent même plus débattre du sort du Rouv. Dans un tout autre sujet, 62 personnes ont perdu la vie et plus de 426 000 sont sinistrés suite au passage du cyclone Gézani à Madagascar, selon le rapport publié ce matin par le BNGRC. Des dégâts ont été constatés sur les habitations, les centres de santé ainsi que les salles de classe. Le point avec Fanjesen Amirai. 29 districts et 7 régions ont été touchés par le passage du cyclone Gézani. Le bilan fait état de 62 décès, dont 42 recensés dans le district de Tuamasna 2, qui enregistre le plus grand nombre de victimes. 13 personnes sont portées disparues et 804 ont été blessées. Le nombre total de sinistrés s'élève à 426 906. De nombreuses infrastructures ont également été endommagées. Toujours selon le rapport, 15 948 personnes ont été déplacées, dont 10 988 sont actuellement hébergées dans 48 sites d'accueil pour sinistrés. Et aucune aide financière en provenance de l'étranger n'a encore été versée sur le compte du BNGRC, selon les précisions apportées aujourd'hui par le directeur du patrimoine et de l'administration au sein du BNGRC. Il a également souligné la nécessité de mieux coordonner les aides afin d'éviter les plaintes de ceux qui déclarent ne pas en avoir bénéficié. Les détails sur les images de Yves Janel. Les aides en faveur des sinistrés du cyclone Gézani se poursuivent actuellement. Parmi les contributeurs figure une coopérative de transport qui a remis aujourd'hui au BNGRC du riz, de l'huile, des vêtements et des clous. La coopérative assurera également l'acheminement de ces aides vers Tuamasn. Concernant les aides financières apportées par les personnes de bonne volonté au BNGRC, des responsables sont déjà désignés pour leur gestion et celles-ci sont traitées en toute transparence, selon le directeur du patrimoine au sein du BNGRC. Outre les dons déposés directement auprès du BNGRC, plusieurs partenaires ont également versé des sommes de plusieurs millions d'ariars. Toutefois, de nombreuses procédures doivent encore être suivies avant que ces aides ne soient effectivement déployées, a-t-il précisé. Le BNGRC est chargé de la répartition, de la coordination et de la distribution des aides. Il lance ainsi un appel à toutes les parties prenantes afin de l'informer de toute initiative de distribution d'aide pour garantir que chacun puisse en bénéficier.
Dans les actualités également, les tarifs des visas d'entrée à Madagascar ont changé depuis le 16 février dernier. Pour les visas de plus de 90 jours, il est désormais nécessaire de déposer une demande de visa long séjour transformable auprès des représentations diplomatiques de Madagascar dans les pays de résidence du demandeur. Les détails. Un e-visa est requis pour entrer et séjourner à Madagascar pour les ressortissants étrangers. Depuis le 16 février, des modifications ont été apportées aux tarifs. Pour un séjour de moins de 15 jours, les frais s'élèvent à 10 €. Pour un séjour de 16 jours à 30 jours, 35 €. Pour un séjour de 31 jours à 60 jours, 40 €. Pour un séjour de 61 à 90 jours, 50 €. Le visa touristique ne peut pas dépasser 90 jours. En cas de prolongation, la demande doit être effectuée auprès des représentations diplomatiques de Madagascar dans le pays de résidence du demandeur. Voici les documents requis pour entrer à Madagascar. Un passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. Un billet de retour vers le pays d'origine. Il est également recommandé de disposer un justificatif d'hébergement. Santé à présent, les stocks du vaccin BCG destinés à protéger les nouveau-nés contre la tuberculose sont actuellement presque épuisés dans l'ensemble du pays. À Antananarive en particulier, de nombreux parents sont repartis bredouilles après avoir emmené leurs enfants recevoir ce premier vaccin indispensable. Voilà plus de 2 semaines que la majorité des CSB ne disposent plus de ce vaccin. Andoniana Martina Zaranjiansu. Le vaccin BCG est actuellement introuvable dans la plupart des hôpitaux et CSB d'Antananarive et de ses environs. De nombreux parents expriment leur inquiétude face à cette situation. À l'image de cette mère de famille qui affirme avoir fait plusieurs déplacements dans différents CSB pour se renseigner sur la disponibilité du vaccin BCG sans succès jusqu'à présent. La rupture de stock du vaccin BCG a été confirmée hier par le directeur général de la médecine préventive au sein du ministère de la Santé publique. La vaccination par le BCG est suspendue pour le moment en raison d'un retard dans l'importation selon ses explications. L'arrivée du vaccin BCG à Madagascar est prévue pour le 24 février prochain. Selon les précisions, le stock de vaccins BCG attendu devrait couvrir environ 6 mois. Le vaccin BCG est administré aux nouveau-nés afin de les protéger contre la tuberculose. Il s'agit du tout premier vaccin reçu par l'enfant à la naissance. Et de nombreuses écoles ont célébré la journée des écoles cette semaine. Certaines l'ont organisée aujourd'hui, comme cet établissement que nos journalistes Fanjesen Amirai et Yves Janel ont visité. La journée des écoles est un moment particulier qui rassemble élèves, parents et enseignants. Reportage. La journée des écoles est un moment de détente et de convivialité permettant de renforcer les liens malgré les différences. Dans cette école située à Tsiaden, les parents ont été spécialement invités à participer aux jeux aux côtés des élèves. Contrairement aux journées d'apprentissage habituelles, la journée des écoles se distingue par son ambiance festive et constitue l'un des moments préférés des élèves. Même les anciens élèves ont pris part à la célébration dans cet établissement. Une journée des écoles comme celle-ci offre également aux enfants l'opportunité d'exprimer leurs talents et de se projeter vers les métiers ou activités qu'ils souhaitent exercer plus tard. Et on passe à présent aux actualités internationales. Créé pour aider à la reconstruction de Gaza, puis doté d'une mission plus large de résolution des conflits, le Conseil de paix de Donald Trump tient jeudi à Washington sa première réunion. France 24. C'est dans ce bâtiment, tout juste renommé Institut Donald Trump pour la paix, qu'aura lieu cette première réunion. Tout un symbole pour un conseil de la paix entièrement construit autour de la personne du président américain. Autour de lui, ce jeudi, se presseront des chefs d'État comme le Hongrois Viktor Orban, le président argentin Javier Milei ou encore son homologue indonésien Prabowo Subianto. Le Conseil de la paix comprend 27 pays membres fondateurs en plus des États-Unis. Parmi eux,
Israël, la Turquie, la Biélorussie, le Maroc ou encore l'Égypte. Ces pays doivent normalement verser 1 milliard de dollars pour y adhérer. Au total, 47 pays, certains seulement observateurs et un représentant de l'Union européenne devraient être présents ce jeudi. Alors que le sommet porte sur l'avenir de Gaza, aucune représentation palestinienne directe n'y participera. Israël sera de son côté représenté par son ministre des Affaires étrangères. L'objectif de cette première réunion, soutenir la collecte de fonds pour Gaza et faire avancer le fragile plan de cessez-le-feu de Donald Trump pour l'enclave palestinienne. Il annoncera que les États membres se sont engagés à verser plus de 5 milliards de dollars pour les efforts humanitaires et de reconstruction à Gaza et ont également engagé des milliers de personnes dans la force internationale de stabilisation et la police locale afin de maintenir la sécurité et la paix pour les Gazaouis. Mais les efforts de la Maison-Blanche n'ont pas été approuvés par tout le monde. Les principaux alliés européens tels que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont décidé de ne pas rejoindre le Conseil. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a également décliné l'invitation. Dans le même temps, le Vatican a aussi fait part de son désaccord. Le plus haut responsable diplomatique du Saint-Siège a déclaré que ces efforts de crise devaient être gérés par l'ONU. De toute évidence, certains points nous laissent un peu perplexes. Certains points critiques qui doivent être expliqués. Donald Trump a lui-même suggéré que les missions du Conseil de la paix s'étendraient au-delà de Gaza afin de s'attaquer aux conflits mondiaux, suscitant des inquiétudes sur une possible concurrence des Nations Unies. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a regretté publiquement mercredi qu'Instagram ait tardé à repérer efficacement les utilisateurs de moins de 13 ans, en théorie interdits sur le réseau social, lors de son audition devant un tribunal civil de Los Angeles. France 24. Après son audition, Mark Zuckerberg est sorti sans dire un mot. Pas de déclaration à la presse, ni aux familles des victimes. Peu convaincu par le PDG du groupe Meta. Il n'est pas capable de répondre à ces questions et il s'en mêle les pinceaux. Nous voyons cela comme le signe qu'il savait parfaitement ce qui se passait. L'intention de l'entreprise était d'exploiter les adolescents pour réaliser davantage de bénéfices. Et cela a été fait de façon intentionnelle, pas par accident. D'après les premiers éléments qui ont fuité du procès à huis clos, le créateur de Facebook a dit regretter qu'Instagram ait tardé à repérer efficacement les utilisateurs de moins de 13 ans. Nous avons ajouté de nouveaux outils de détection au fil des années. Je me dis que nous aurions pu en arriver là plus tôt. Une amorce de repentance qui varie légèrement de la rhétorique jusqu'ici mise en avant par le groupe de la Silicon Valley. Interrogé la semaine dernière par le même tribunal, le PDG d'Instagram, Adam Mosseri, avait rejeté la faute sur les utilisateurs et nié l'existence d'addictions aux réseaux sociaux. Dans ce procès, Meta, tout comme Alphabet, maison mère de Google et de YouTube, sont poursuivis par une seule jeune fille, désignée par son prénom, Kaylee. Elle leur reproche d'être à l'origine de ses problèmes de santé mentale en la laissant utiliser leurs réseaux sociaux depuis ses 6 ans. La plainte soutient que ces réseaux utilisent leur algorithme pour favoriser l'addiction des plus jeunes et ne mettent pas en place les protections suffisantes. Snapchat et TikTok, également assignés, avaient conclu un accord confidentiel et évité le procès. Une éventuelle condamnation pourrait faire jurisprudence alors que des milliers de plaintes similaires ont été déposées à travers le monde. Pour terminer, à New Delhi, au cœur du sommet international sur l'intelligence artificielle, la start-up française H Company annonce le déploiement de ses humanoïdes virtuels dans un hôpital de Bangalore. Objectif, libérer du temps médical et réduire de moitié le temps d'attente aux urgences. France 24. Oui, donc nous on a un an plus jeune que Mistral. On n'est pas vraiment concurrent d'OpenAI. Nous on est plutôt sur des agents qu'on appelle des humanoïdes virtuels. Donc c'est la 3e génération de l'IA. On est leader mondial sur cette technologie et ça permet de déployer
dans les entreprises, dans les organisations, ici en Inde, on le fait par exemple dans les hôpitaux, des agents qui vont remplacer les humains sur les tâches souvent répétitives. Par exemple, dans les hôpitaux, on voit jusqu'à 50% du temps des infirmières, des médecins qui sont passés devant un ordinateur. Et en fait, ce temps-là, ils ne le passent pas devant les patients. Donc nous, on met des humanoïdes virtuels qui vont remplacer ces tâches répétitives et qui vont remettre l'humain dans les tâches les plus importantes. On le fait ici en Inde, dans les hôpitaux et dans les grands comptes aux États-Unis et en France. Et c'était les points essentiels de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités.